Le président du Comité international de la Croix-Rouge a appelé à un dialogue national crédible au Soudan du Sud. Selon lui, les résolutions des problèmes humanitaires du pays passent par une solution politique. Au Burkina Faso, le décès du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, suscite toujours des réactions. La classe politique burkinabé parle d'une grosse perte pour le pays. Il en sera question dans cette édition. Et puis au Sénégal, l'activité intense des bateaux industriels cause un manque à gagner chez les pêcheurs traditionnels qui représentent au moins 400 000 sur les plus de 600 000 Sénégalais qu'emploient ce secteur. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Ouganda, le nombre de Sud-Soudanais qui a trouvé refuge pour fuir la guerre civile dans leur pays a dépassé le million. L'annonce a été faite jeudi dernier par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le président du Comité international de la Croix-Rouge, après une visite en Ouganda, a appelé lundi dernier à un dialogue national inclusif et crédible au Soudan du Sud. Selon lui, les problèmes humanitaires du pays ne peuvent être résolus sans une solution politique. Voici les images. La guerre civile déclenchée depuis décembre 2013 dans leur pays a poussé en moyenne 1800 Sud-Soudanais par jour, pour la plupart des femmes et des enfants, à traverser la frontière vers l'Ouganda depuis un an. Jeudi dernier, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé que le nombre de Sud-Soudanais ayant trouvé refuge en Ouganda a dépassé le million. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, poussé 4 millions de personnes à fuir leur foyer et rendu près de la moitié des 12 millions d'habitants dépendants de l'aide humanitaire. Pour Peter Mourer, le président du Comité international de la Croix-Rouge, la résolution de ces difficultés humanitaires réside dans une solution politique à la crise alimentée par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Effectivement, il n'y a pas suffisamment de réponses humanitaires à tous les problèmes humanitaires du pays et des problèmes d'ampleur qu'il faut gérer. Il ne peut y avoir de vraies avancées que si une solution politique est trouvée. Nous devons avoir un dialogue national inclusif et crédible avec tous les pays où il y a des conflits pour qu'ils puissent s'en sortir, et la communauté internationale doit être là pour apporter son soutien et encourager à trouver des solutions politiques. Il va sans dire que le président Museveni, l'Éthiopie et d'autres voisins jouent déjà un rôle important dans cette crise. Selon des données de l'ONU, outre le million de Sud-Soudanais qui a fui en Ouganda, au moins un autre million a trouvé refuge au Soudan, en Éthiopie, au Kenya, en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Les Angolais iront aux urnes demain mercredi pour élire leur nouveau président. Sauf un revirement qui relèverait d'une extraordinaire surprise. Le vainqueur du scrutin est déjà connu. João Lourenço, désigné comme successeur par Eduardo dos Santos, au pouvoir depuis près de 40 ans, devrait l'emporter malgré un bilan mitigé du régime en place. Reportage. Le président s'en va, vive le nouveau président. Après 38 ans à la tête de l'Angola, l'autoritaire Eduardo dos Santos laisse sa place à son dauphin, João Lourenço. Et l'ex-ministre de la Défense entend bien perpétuer la domination exercée par son parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Nous allons continuer le travail commencé par Agostinho Neto dans le passé. Le travail que le président Dos Santos a lui-même continué. Nous allons poursuivre ce travail et avec votre force, nous allons construire un futur meilleur.
Le bilan est pourtant mitigé. Dos Santos a ramené la paix après la longue guerre civile de 1975 à 2002, mais l'Angola reste un des pays les plus pauvres au monde, malgré la manne pétrolière. En cause, le népotisme du régime. Le président a privatisé l'État au profit de sa famille et quelques potes. Pour eux, il s'agit avant tout d'avoir les ressources à disposition, avoir le style de vie des gens les plus riches au monde, sans se soucier de ce qu'il advient au peuple. Après la chute des cours du pétrole depuis 2014, le chômage s'est envolé. Une partie croissante de la population réclame l'alternance. Nous en avons marre de ces mensonges. Ça fait plus de 30 ans, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'écoles. Toutes ces années de mauvaise gouvernance. Le MPLA devrait en faire plus. La jeunesse est fatiguée. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Mais les principaux partis d'opposition n'ont pas les moyens financiers, ni le même accès aux médias que le parti au pouvoir. Le règne sans partage du mouvement populaire pour la libération de l'Angola est donc parti pour durer. Le Burkina Faso a été ces derniers jours frappé par une série de mauvaises nouvelles. Après l'attaque terroriste du café Aziz Istanbul, les Burkinabés pleurent la mort du président de leur Assemblée nationale, Salifou Diallo, un homme politique majeur du pays ces 30 dernières années. Il faut dire que la dépouille mortelle du président de l'Assemblée nationale sera rapatriée demain mercredi à Ouagadougou. Mais en attendant, Claude Romba, notre correspondant sur place, nous retrace son parcours. Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale du Burkina, deuxième personnalité du pays, est mort samedi à Paris. L'homme a marqué de son empreinte l'histoire politique du Burkina Faso des 30 dernières années. Faiseur du roi, comme il se définissait, Salifou Diallo a connu un parcours politique hors pair. Expulsé de l'université de Ouagadougou pour avoir participé à des grèves et des manifestations avec le Parti communiste révolutionnaire PCRV, il obtient une maîtrise en droit de l'université de Dakar au Sénégal. Natif de Waïguya, dans le nord du pays, il a été de tout le combat politique du Faso. Pendant la période révolutionnaire, il était le chef de cabinet du ministre de la Justice de l'époque, Blaise Compaoré. Il est l'un des acteurs majeurs de l'avènement du Front populaire avec son mentor Blaise Compaoré. Rompu à la stratégie du complot politique, Salifou Diallo a démontré qu'il pouvait bousculer la donne politique. Il restera fidèle parmi les fidèles du président Compaoré jusqu'à leur divorce en 2008. Une période difficile lors de laquelle il prépare la suite et réussit à convaincre Roch-Marc Christian Kaboré et Simon Compaoré, tous deux suspendus du CDP, de quitter le navire du parti au pouvoir. Ce qui sera fait en juin 2014 lorsque les 3 ex-barons du régime Compaoré claquent la porte et annoncent la formation du mouvement du peuple pour le progrès MPP. Pour certains, il est l'un des grands artisans de l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Entre autres activités, lors de la traversée du désert de Salifou Diallo, il est conseiller du président nigérien et offre des prestations intellectuelles à travers un bureau d'études installé au Niger. De l'avènement du MPP au pouvoir en 2015 jusqu'à son décès le 19 août 2017, il est président de l'Assemblée nationale du Burkina. Il faut dire que le décès du président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, a suscité et continue de susciter des réactions au sein de la classe politique burkinabé. En voici quelques extraits. C'est une épreuve de plus. Mais effectivement, c'est ainsi que va la vie. Et nous ne pouvons effectivement que suivre son exemple et solidariser avec ses idées, son œuvre, pour que ce pays trouve la paix et se construise dans la dignité de ses ancêtres, de ses aïeux, pour effectivement l'avenir de ses enfants. La disparition à Paris de notre ami, camarade, le président de l'Assemblée nationale, qui est un grand homme politique, et ça c'est une grosse perte pour le Burkina Faso. Vous n'ignorez pas le rôle qu'il a joué pour l'avènement de la démocratie, et nous pleurons la disparition d'un grand homme. Salifou Diallo appartient à plusieurs familles à la fois. C'est une perte immense pour notre pays. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans notre vie démocratique et depuis de longues années. J'ai eu le plaisir de le côtoyer dans des gouvernements sous le magistère du président Blaise Compaoré. J'ai été aussi avec lui, on était ensemble lorsque nous avons mené notre combat pour dire non à la mise en place du Sénat et à la révision de l'article 37. De tous ces événements, de ces épisodes-là, je garde de lui l'image
un homme engagé, un homme de conviction, un combattant politique hors pair, un stratège très fin qui, bien entendu, manquera à notre pays au moment où nous sommes en train de traverser des turbulences. Qu'il repose en paix et que la terre libre du Burkina, qu'il a tant chérie et tant servi, nous soit vraiment légère. Salif Diallo, repose en paix. Tu as beaucoup travaillé pour ton pays et tu peux être fier de ce que tu as réalisé sur terre. Maintenant que les générations futures qui te suivront continuent ton œuvre. Au Sénégal, la pêche joue un rôle important dans l'économie. Le secteur emploie environ 600 000 Sénégalais, mais force est de constater qu'elle est en grande partie artisanale et se pratique souvent en pirogue. Mais ces dernières années, l'activité intense des bateaux industriels cause d'importants manques à gagner chez les petits pêcheurs. Cheikh Berté, notre correspondant à Dakar, a fait le constat. Plus de 700 km de côtes et une ressource halieutique estimée à 500 000 tonnes de pélagique, le Sénégal est l'une des régions les plus poissonneuses au monde. Mais ces dernières années, les ressources commencent à se faire rares. La raison, une surpêche à la limite sauvage pratiquée par les bateaux industriels étrangers. Sur les quais, les pêcheurs sénégalais sont au bord du gouffre. Nous pêchons les pieuvres. Les bateaux viennent ici pêcher les pieuvres dans 11 km, 17 km, 15 km. Là-bas que les pirogues vont. Il y a beaucoup de pirogues. Il n'y en a pas partir à la mer. On pêche, on attrape rien de tout. Plus poissonneuses, les eaux sénégalaises sont fréquemment pénétrées sans autorisation de pêche par les bateaux chinois et russes pour la plupart. En juin dernier, suite à une course-poursuite, la marine sénégalaise a pu arraisonner 7 navires chinois en flagrant délit au large de ses côtes. Ils étaient à 7 nautiques de la côte, alors qu'ils devaient être au moins à 12. Donc là, ils s'approchent parce qu'ils suivent le poisson et parce qu'il y a également beaucoup de poissons. C'est la raison pour laquelle ils ont tendance à s'approcher. Mais toute cette zone, c'est un peu une zone de reproduction des poissons. Pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la pêche INN, le Sénégal a procédé à un durcissement des sanctions et amendes dans un nouveau code maritime adopté en 2015. D'abord par l'augmentation substantielle des amendes pécuniaires, mais les fauteurs courent aussi les risques d'une suspension momentanée ou définitive de leurs livrets, pire, de voir leurs navires confisqués. Aux États-Unis, Donald Trump a ouvert lundi la voie à l'envoi supplémentaire de soldats américains en Afghanistan. Le président américain accentue la pression sur le Pakistan, accusé d'être un repère de terroristes. Ceci dit, il a évoqué un possible dialogue entre Kaboul et les talibans. Voici les détails. C'est dans un discours à la tonalité solennelle que le président américain a martelé sa conviction qu'un retrait précipité d'Afghanistan créerait un vide qui profiterait aux terroristes. Mais Donald Trump n'a donné aucun chiffre ou aucune échéance dans le temps, jugeant que c'était contre-productif. Quelques 8400 soldats américains sont actuellement déployés en Afghanistan au sein d'une force internationale. Un haut responsable américain a souligné que Donald Trump avait donné son feu vert au Pentagone pour le déploiement de quelques 3900 soldats supplémentaires. On ne va pas parler du nombre de soldats ou de nos plans d'activité militaire à venir. Ce sont les conditions sur le terrain et non des agendas arbitraires qui vont guider notre stratégie à partir de maintenant. Je ne dirai pas quand nous allons attaquer, mais nous allons bel et bien attaquer. L'Amérique va continuer à soutenir le gouvernement afghan et l'armée afghane dans leur combat contre les talibans sur le terrain. Mais au final, ce sera au peuple afghan de prendre possession de son avenir, de gouverner sa société et d'atteindre une paix qui durera. Nous sommes un partenaire et un ami, mais nous n'allons pas dicter au peuple afghan comment vivre ou comment gouverner leur propre et complexe société.
Nous ne construisons pas une nation, encore une fois, nous tuons des terroristes. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a précisé peu après que les États-Unis étaient prêts à soutenir des pourparlers de paix entre le gouvernement afghan et les talibans sans conditions préalables. Il s'agit de la première annonce présidentielle depuis le départ vendredi de Steve Bannon, conseiller stratégique et très controversé. Ce dernier était opposé à un nouveau déploiement de soldats dans la région. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.